Merci. Donc, je vais vous parler d'un petit peu plus de pratique. Donc, les anneaux, mes collègues l'ont bien introduit. Ce sont des dispositifs qu'on met dans le stroma de la cornée en cas d'échec d'adaptation de lentilles de contact et avant une éventuelle greffe de cornée. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disposait que d'anneaux, on dit symétriques, c'est-à-dire qui sont réguliers et on a différentes longueurs et différentes épaisseurs. Qui dit kératocone symétrique dit un anneau symétrique. Donc ici, un kératocone en forme de button tie, donc c'est en nœud de papillon. Il faut mettre 2 anneaux de part et d'autre, symétriques. Un kératocone en forme de croissant nécessite 1 ou 2 anneaux symétriques de part et d'autre de l'astigmatisme, du rayon le plus courbé, et un kératocone sous forme de nipple nécessite un anneau circulaire. Donc ça a fait leur preuve, la littérature. Nous avons bien quelques cas à vous présenter. Donc ici, un cas d'anneau symétrique de part et d'autre d'un nœud de papillon. Et vous voyez, 4 mois en post-opératoire, l'amélioration visuelle. Ici, un cas de croissant. Après, pose d'anneau de ce côté-là. 4 mois en post-opératoire. Il y a une bonne régularisation et on voit là en pré-op, post-op et une différentielle qui correspond au profil d'aplatissement de cet anneau-là. Ici, un croissant un peu plus gros, donc qui a nécessité 2 anneaux de part et d'autre. Pré-op, post-op, et vous voyez le profil d'aplatissement qui correspond à le croissant qui a disparu. Pour le nipple, donc un anneau circulaire, en post-opératoire, une régularisation. Alors pour les kératocones asymétriques, connus sous le nom de bonhomme de neige, canard ou pince de crabe, qu'on peut représenter ainsi. Donc pour cela, on a compris que les anneaux symétriques ne pouvaient pas être aussi efficaces, puisque effectivement le coma reste bien présent. Donc pour cela, l'indication serait des anneaux progressifs. Et donc le dernier cri des anneaux progressifs sont les anneaux doublement progressifs, c'est-à-dire il y a une progression de l'épaisseur et de la largeur de la base. Donc nous avons eu la chance d'être les premiers à les essayer en France. Et donc les indications, c'est les bonhommes de neige comme ce cas-là, donc en pré-op, post-op, on met 2 anneaux de part et d'autre. En post-opératoire, vous voyez que le profil d'aplatissement correspond tout à fait exactement à l'effet que nous cherchions avec là plus de 10 dioptries de différence. Ici, un bonhomme de neige inversé, pareil, 2 anneaux asymétriques de part et d'autre, et une différentielle qui parle d'elle-même, un bonhomme de neige inversé. Donc ici, un cas de canard. On met, regardez ici cette topographie, donc on met un anneau asymétrique en fonction de l'axe le plus cambré, en post-opératoire, et vous voyez le profil d'aplatissement qui correspond à un canard qui a tout simplement disparu. Ici, un cas en pince de crabe, pré-op, post-op, une amélioration assez notable, notamment plus de 11 dioptries de différentiel, exactement ce qui nous intéresse. Donc nous avons fait une étude dans ce sens sur 33 kératocones. Nous avons équipé d'anneaux AJL Pro+, donc doublement progressif. Ici la technique opératoire. Donc on procède au centrage de l'air pupillaire sur la cornée, même si ça paraît décentré, en fait, c'est parce que la cornée se déforme sous le femto. Une dissection du tunnel, un repérage de l'axe le plus cambré et de l'axe du 0,180. Ensuite, positionnement de l'anneau et collier ensuite, voilà. Antibiotiques et anti-inflammatoires, et l'intervention est relativement rapide. Donc les résultats, l'acuité visuelle décimale à 6 mois, il y a eu une amélioration de moins 2 lignes sur l'acuité visuelle corrigée et non corrigée, avec à peu près 80% d'amélioration de l'acuité visuelle corrigée, avec amélioration de la sphère, du cylindre et de l'équivalent sphérique, une réduction d'environ 40% de la coma et des autres aberrations connues. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est devant les kératocones symétriques, les anneaux symétriques sont indiqués.
beau taille, croissant et nipple, devant les kératocones asymétriques, bonhomme de neige, canard et pince de crabe, il faut mettre des anneaux asymétriques et idéalement doublement progressifs. Je vous remercie de votre attention. On va ouvrir la discussion des 4 premières présentations. J'ai une question pour toi, Alain. Est-ce que tu modifies tes épaisseurs d'anneaux, étant donné que tu peux le faire d'anneaux halogéniques? Et quel est ton traitement post-opératoire anti-rejet, sa durée? Pour le traitement post-opératoire, c'est sur 1 mois seulement, parce que sur les séries décrites dans la littérature, pour l'instant, il n'y a pas de rejet décrit. Après, ça pourra toujours survenir, mais pour l'instant, je laisse 1 mois de corticothérapie et j'arrête. Et la première question, c'était sur l'épaisseur. Alors l'épaisseur, pour l'instant, on arrive à, et d'où l'utilité de faire au femto, parce que quand on le fait avec le trépan, on est dépendant de l'épaisseur de cornée du donneur. Donc on ne contrôle pas l'épaisseur, on contrôle la largeur de l'anneau qu'on va poser, mais on ne contrôle pas du tout l'épaisseur. Tandis qu'avec le femtoseconde, on pourra contrôler les 2 paramètres, donc et l'épaisseur et la largeur. Donc ça va arriver très rapidement, je pense. Je me souviens qu'on avait publié la technique de la silk, où c'était des greffons annulaires dans le traitement des dégénérescences marginales pellucides. Et à l'époque, on avait des meilleurs résultats quand c'était manuel qu'au femtoseconde, parce qu'on était limité au femtoseconde par le logiciel et on n'avait pas accès à des anneaux plus épais. Donc, en travaillant, en gros, on montrait qu'avec le temps, quand l'anneau était plus fin, en fait, on avait une régression de l'effet sur les 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces résultats, alors que quand on le faisait manuellement et qu'on pouvait prendre un steak, j'allais dire, donc on avait beaucoup plus d'effets prolongés. Oui, ça aussi, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'on sait, pour l'instant, on a de bons résultats. Alors, sur ceux qui sont décrits dans la littérature, il y a 1 an de recul. Moi, c'est beaucoup moins. Mais on ne sait pas comment réagit justement cet anneau stromal à l'intérieur. Probablement que l'épaisseur que l'on met au départ, il s'amincit lorsqu'il se déshydrate. Et donc, potentiellement, c'est pour ça qu'on doit partir avec des anneaux plus épais que les anneaux classiques, parce que quand ils se déshydratent, ils sont plus fins et donc leur effet peut être moins important. Mais on les met plus en surface, donc potentiellement, leur effet est plus important. Il faut trouver le bon compromis entre les deux pour avoir le meilleur résultat. Ouais, on a 5 ans maintenant pour les silks et clairement, les 2 premières années, on est encore content. Et après, bon, on a stabilisé, mais à 5 ans, on a plutôt stabilisé qu'amélioré. J'ai juste un commentaire, Alain, c'est très intéressant. Je suis un petit peu réservé sur le suivi de ces patients, effectivement, parce que bon, mettre un anneau en plexiglas à un jeune avec un recul de 20 ans, bon, ça va, mais lui mettre un tissu humain pour une indication d'amélioration de l'acuité, dans ce cadre-là, c'est un petit peu, moi, ça me freine un peu la prescription, en fait. Je me dis que je risque d'avoir plus tard des problèmes parce que c'est un tissu biologique, parce qu'on rentre dans la greffe, finalement, c'est une greffe de cornée. Est-ce que les patients acceptent bien cette idée de greffe de cornée juste pour une indication d'anneau? Alors, bizarrement, oui. Ils sont même plus motivés et plus rassurés du fait que c'est du tissu humain que entre guillemets, du plastique. Mais effectivement, sur le suivi à long terme, après, le rejet des DALC, quand il n'y a pas l'endothélium qui est la principale cause de rejet, a priori, le rejet est faible. Après, il y a aussi dans les banques américaines, maintenant je pense que ça commence, où ils font des traitements sur les cornées déjà dans les banques pour que potentiellement leur potentiel... En fait, ils sont irradiés, voilà, ils sont décellularisés. C'est Allotex qui fait ça pour les inlays réfractifs, exactement. Donc ça sera peut-être un peu plus sécurisé. Ouais. Et je pense que le fait que tu les poses en avant, tu es obligé de les mettre en surface parce que sinon tu ne pourras pas avoir d'effet biomécanique suffisant. Donc tu es obligé d'avoir quelque chose à 200, 250 microns. Oui, mais ça, je pense que ça, c'est un gros avantage. Ouais. Ça, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient parce que le mettre à l'avant donne beaucoup plus d'effet, effectivement. Et en plus, nous permet de le mettre même dans des cas où les cornées sont plutôt fines ou où on n'a pas beaucoup d'épaisseur. Donc même dans des kératocones très avancés, j'ai commencé sur des cônes assez avancés et donc l'indication est possible. Alors moi je pratique la technique KERS depuis 1 an et demi. J'ai fait la formation chez Suzanne. Dans la technique, elle désépithélialise la cornée et elle enlève la couche endothéliale, ce qui amène à une réduction du risque de rejet. Et d'ailleurs, il n'y a aucun document qui parle de rejet de greffe.
Au contraire, moi je trouve que c'est une bonne technique parce que quand on reprend les effets secondaires des Intacs, ils ne sont pas anodins. Il y a des fontes stromales, ça reste un corps étranger. Là, on est dans un tissu biocompatible et ça permet d'avoir des aplatissements. Pour ma part, j'ai eu un aplatissement de 20 dioptries, ce qui m'a permis de reculer et même voire d'annuler une DALC avec un résultat spectaculaire. Il y a un œdème post-opératoire qui est évident, avec un résultat relativement bon dans les premiers jours, les premières semaines, mais il y a quand même une régression qui arrive avec le temps. Et je voulais justement discuter de l'intérêt de faire un cross-linking associé à la technique. Vous n'en avez pas parlé dans votre présentation. J'ai eu un cas d'un patient qui a eu un résultat spectaculaire avec quasiment une hémétropisation. Et 1 an après son intervention, il a régressé. J'en ai discuté avec Suzanne et qui a appuyé le fait de quasiment faire un cross systématique après ce type d'intervention. Et pourtant, c'était un sujet de 35 ans que je suivais depuis un certain temps. Il était archi stable, il ne méritait pas un cross, mais la discussion, c'était vraiment de faire un cross-linking systématique. Alors, dernière remarque, on recule l'indication de DALC avec cette technique. On peut poser des caires sur des cornées extrêmement fines. Comme vous avez dit, on pose le greffon à 50% de la surface oculaire avec un aplatissement évident. Voilà, je voudrais partager la... Oui, merci pour le partage d'expérience, que je retrouve beaucoup de ce que vous dites. Je vais répondre très rapidement parce qu'il va falloir qu'on avance par rapport à l'association avec le cross-linking. Pour l'instant, moi, en tout cas, de mon côté, j'ai envie de vraiment comprendre ce que fait l'anneau allogénique tout seul. Et je pense qu'il n'y a pas assez, parce que dans le premier article de Suzanne, c'était associé au cross-linking, et du coup, automatiquement, ça fausse un petit peu de comprendre l'effet de l'anneau, l'effet du cross-linking, et puis certains en font par-dessus une PKR. Enfin, si on veut vraiment comprendre les choses, je démarre uniquement par l'anneau, et puis potentiellement à l'avenir, associé au cross-linking, associé à du laser, ça sera possible, mais pour l'instant, je sépare les choses.